3 juin 2016. Je me préparais pour ma seconde échographie de datation. L'embryon étant visiblement trop petit la première fois pour permettre de dater le premier jour de grossesse. On estimait la grossesse à environ 8 semaines. Réjouie et heureuse de voir un nouveau futur bébé d'amour, j'ai très vite déchanté. Échographie tout juste commencée, je lisais une certaine inquiétude sur le visage de monsieur le médecin. Il me dit que l'embryon n'a pas beaucoup grossi depuis la première écho et procède alors à une vérification par sonde vaginale. Beaucoup de mal à voir le sac embryonnaire. C'est pas normal qu'il grossisse pas? Non. Froid. Direct. Je crois comprendre. À 2 mois de grossesse, une activité cardiaque est censée être détectée. Aujourd'hui, elle ne l'a pas été. Au médecin, je questionne. L'embryon est mort, c'est ça? Il n'y a plus de vie, il est mort? Il n'y a plus de bébé, hein? Oui, madame. Mais ça reste une banalité, hein. Il n'y a qu'une grossesse sur 4 qui se développe. Bon, vous inquiétez pas, ça n'aura aucun effet sur vos futures grossesses. Un sourire gêné. Allez, madame, j'ai d'autres consultations, je dois y aller. Vous en faites pas, hein, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. C'est sur ces paroles que me quittait l'échographe. C'était tout. C'était fini. En fait, depuis la première échographie, l'embryon ne vivait plus. Sa vie s'était peut-être même arrêtée depuis la semaine précédente. Cela faisait donc 1 mois que je portais ce petit bout qui n'était plus. Un petit bout de vie réduit à rien. Mort. J'étais perdue. Complètement paumée. Ça s'arrêtait là. Personne pour répondre à vos questions, pour vous expliquer, vous écouter. Je retournais dans la salle d'attente, la tête pleine d'interrogations et essayant en vain de retenir mes larmes. Je captais des regards en coin, remplis de curiosité et de fausse compassion. Je rentrais chez moi, crise de larmes évidemment. En moi, la vie n'était plus. Dans ma tête, cette phrase résonnait sans cesse. Il n'y a plus de bébé. Il n'y a plus de bébé, il n'y a plus de bébé, il n'y a plus de bébé. Arrivée à la maison, je restais de longues minutes sous la douche. Il fallait maintenant puiser dans les réserves de courage pour l'annoncer au papa qui rentrait du travail. Éprouvant. Sensation étrange, indescriptible. On laissait donc passer les jours attendant la sortie naturelle de l'embryon et du placenta. Sortie naturelle car il était hors de question de prendre un quelconque médicament pour expulser cette grossesse. Bébé embryon sortira seul, quand il l'aura décidé. J'étais quand même assez paniquée à l'idée de garder en moi ce petit bout sans vie, pourvu qu'il s'en aille rapidement. 7 juin. Début des premiers saignements. C'est horrible de se dire que ce sang qui s'extrait fait partie de la constitution de pas futur bébé. 8 juin. Première contraction. Il faut le savoir, une fausse couche, c'est un peu comme un accouchement. Contraction, douleur, sang. Sauf qu'à la fin, rien. Ce jour-ci, quelques morceaux s'échappaient. Embryon, placenta, je préfère pas savoir. Que tout ça sorte le plus vite possible. Le lendemain matin, je ressentais des contractions plus intenses que les précédentes. Depuis quelques jours, nous étions en travaux dans notre nouvelle maison. Vers 14 heures, alors que j'étais en pleine activité peinture des fenêtres, je sentais s'extraire un gros caillot. Direction les toilettes. Du sang. Du sang qui s'arrêtait pas de couler. Le sang coulait sans cesse, encore et encore. À ce moment, je maudissais mon corps de m'infliger tout ça. Des larmes autant que du sang, et il fallait que je me reprenne. Petit tour à la douche. Rouge. Partout. Et des fragments de je ne sais quoi, et de plus en plus gros. Et j'en pouvais plus. Je baignais dans mon propre sang, rempli de ces éclats de non-grossesse. Je n'y comprenais pas grand-chose. Tout ce sang-là, tous ces morceaux, tout ça, ça faisait partie de mon bébé et de mon pas bébé en fait. À la fenêtre de la salle de bain, il essayait en vain de me soutenir, de prendre quelques nouvelles, savoir si malgré tout, ça allait. Je voulais que tout s'arrête, je voulais que ce bébé n'ait jamais existé. J'entendais ma maman arriver en voiture. Dans cette mare de sang, je me détestais. J'avais honte de ce corps et de ce qu'il rejetait et je voulais pas y croire. Ça ne s'arrêtait pas. Jamais. Brutalement, ma tête s'est mise à tourner. Je devenais nauséeuse.
Je me sentais partir et je réunissais mes quelques dernières forces pour leur dire que je me sentais pas très bien. Noir. Je reprends conscience. J'entends des bourdonnements, des bruits un peu étranges. Je vois des lumières, des taches, des formes. Je me sens faible. Je vomis. Je me trouve toujours dans ma baignoire et dans cette énorme flaque de sang. Je crois qu'à ce moment je l'entendais, essayant de défoncer la porte de la salle de bain que j'avais fermée à clé. Tout est bruyamment flou. C'est comme si mon cerveau se raccrochait à tous ces bruits pour me maintenir. Panique flottante. J'avais du mal à reprendre mes esprits. Habituellement, je sais écouter et reconnaître les mots de mon corps pour les soigner. Là, je n'avais aucun contrôle sur moi-même. Faiblesse. Ce dont je me rappelle ensuite, c'est de vouloir me laver de ce rouge qu'il me restait encore sur la peau. Capable de rien, c'est ma maman qui s'en chargeait. Je crois comprendre qu'ils appelaient les pompiers aussi. Il me semble apercevoir mon papa. Je vomissais de nouveau. Arrivée des pompiers. Je crois. Une fois encore, perte de conscience. Lorsque je me réveille, je suis allongée sur un lit. Je ne reconnais pas tout de suite l'endroit. Même pas assez de force pour paniquer. En fait, j'étais toujours chez moi. Dans mes oreilles, les bourdonnements étaient toujours présents. Beaucoup d'animation. On me parlait, on me piquait, on me réchauffait. Masque à oxygène, drap, question, couverture de survie, perfusion, camion de pompiers, sirène. Je n'ai que quelques souvenirs vagues du trajet jusqu'à l'hôpital. La gentillesse de ces pompiers est restée gravée à jamais. C'est eux qui m'ont sauvée. Arrivée à l'hôpital, j'ai directement été prise en charge. On me dit que j'ai fait une belle hémorragie. De nouveau perfusion, masque à oxygène, prise de sang, je ne sais quoi. Ça bougeait beaucoup et très vite autour de moi. Trop. À un moment, tout se calme. Je me sens mieux. Il entre, on parle un peu. J'ai honte de tout ça. Je me sens mal de lui avoir fait de telles frayeurs. Il me rassure. Une seule personne à la fois peut entrer. Il échange sa place avec ma maman. On se parle. Et ça repart. À nouveau, j'ai la tête qui tourne. Envie de vomir, perte de sang, des caillots. Encore plus de monde autour de moi. Je me fais piquer, analyser, toucher, manipuler, épier, sonder, perfuser de tous les côtés. Juste assez de force pour leur dire de faire qu'une seule chose à la fois. S'il vous plaît. C'est trop. Doucement, s'il vous plaît, doucement. Ils comprennent, quand même un peu perplexes, et ont la gentillesse de m'écouter. Une chose à la fois. Merci. Ça se tasse. Ça va mieux. Non. Ça recommence. Tension très basse, vomissement, perte de sang, encore. Tête en bas pour éviter d'en perdre encore. Ça se calme. Ça va mieux. Je respire. Maman entre de nouveau. Douceur. On discute. On vient à nouveau vérifier l'état de l'utérus. Il s'est à nouveau rempli de sang à cause des petits caillots qui y restaient. Sous anesthésie générale, ils procéderont à une aspiration. Là. J'aime pas. On me prépare pour le bloc. Évidemment, pas d'accompagnant durant l'opération. On nous explique brièvement comment ça se passera. Sur le brancard, on me dirige au bloc. J'ai l'impression d'être dans un film d'urgence médicale avec ces lumières au-dessus de ma tête. Ça y est, c'est le moment. Bloc opératoire. Froid. Anesthésie, c'est beaucoup de monde. J'ai peur, je crois. Masque à oxygène, grande inspiration, injection, ça pique, ça chauffe, je m'endors. Salle de réveil. Déjà les larmes coulent. Dans les vapes. J'ai froid. Trop de lumière. J'ai froid, j'ai vraiment très froid. J'entends des voix, distingue des silhouettes. De temps en temps, je me rendors. Je me réveille, entends des conversations. Paraît que les anesthésistes sont des branleurs et que lundi, le personnel a une réunion pour modification d'horaire. Je crois que je me rendors. Je me réveille, toujours au même endroit. Cette fois, ils ne sont que deux dans cette grande pièce. Sans rien pouvoir contrôler, les larmes coulent. Encore.
Peu à peu, ma conscience reprend le dessus. On m'explique qu'au début, l'opération s'est bien passée, mais que j'ai brutalement commencé à perdre du sang. Une hémorragie encore. On a dû me transfuser. Waouh! J'ai du sang de quelqu'un d'autre en moi. Je me sens bizarre. Aucune notion du temps. Je me rendors encore. À nouveau réveil. Brève conversation avec un des deux hommes s'occupant de moi. Quelle gentillesse et quel courage d'exercer ces métiers. Tension encore très basse mais stabilisée. Sur le brancard, on m'emmène dans le service où se trouve ma chambre. Merci messieurs. On entre. Chambre 321. J'ai 2 perfusions, une à chaque main. Pas très pratique ni agréable. Je suis toujours dans le flou. À ma droite, une fenêtre. Cool. J'en pouvais plus de tous ces murs. Un petit bonheur. Bouche et gorge sèche, je n'ai droit qu'à quelques petites gorgées d'eau. Marre d'être allongée, mais aucune force pour se lever. Encore quelques vérifications et on me laissera dormir. Il est 1h30. Réveil. En ouvrant les yeux, j'ai la chance d'assister au lever de soleil sur les montagnes. Une vue que m'offre ce petit bonheur de fenêtre. À la porte, on frappe doucement. Bonjour. Je viens vérifier votre tension. J'étais censée le faire durant la nuit, mais vous étiez plongé au pays des rêves. Je n'ai pas voulu vous déranger. Adorable infirmière. Merci. J'ai besoin de faire pipi. Elle m'accompagne. Tête qui tourne. Allez. On se lève, courage. Petit à petit, on atteint les toilettes. Je me vois dans le miroir. Vision d'horreur. Tout mon visage est enflé, gonflé, horrible. Je me reconnais pas et je préfère en rire. L'infirmière rigole avec moi et c'était un doux moment douloureux. Je me rallonge, admire ces montagnes à ma fenêtre et me rendors. On frappe à la porte. Petit déjeuner, chocolat chaud, une tartine. Du mal à manger. J'essaye de me réveiller un peu, décide de lire le livret d'accueil posé sur ma table. Aïe aïe aïe. Je me fais rire moi-même tellement j'arrive pas à lire à cause de mes yeux gonflés. Bon, je me rendors. On frappe à nouveau. C'est il. On parle brièvement, mais encore une fois, je me sens très vite fatiguée. Chaque mot est un effort. Je m'endors. Réveil lorsqu'on apporte le repas du midi. Repas qui me semble indigeste. Bon, normal, c'est l'hôpital. La vue de ces repas me donne la nausée. Je me sens mal. Là, encore. J'en peux plus d'ici. Envie, besoin de sortir de la chambre. Demande l'autorisation. Ok, on sort. Heure de manger pour lui, moi toujours dans les vapes. Ça va quand même mieux. On remonte. Ma fille me manque. Visite de mes parents et d'une de mes sœurs. Je sors en fin d'après-midi. Trop contente. Sieste. Heure de sortie. Enfin. Et la vie continue. L'histoire que vous venez d'entendre, c'est celle de Julie. Julie pourrait être votre sœur, votre femme, votre amie, votre collègue ou même votre boss. Julie, ça pourrait être moi. Ça pourrait être vous. Car une femme sur 4 est confrontée à une fausse couche. On pourrait se dire que c'est banal, que ça ne vaut pas la peine d'en parler. D'ailleurs, c'est un peu ce que fait notre société, puisque c'est bien connu. Il vaut mieux ne pas annoncer sa grossesse avant le fatidique délai des 3 mois. Sauf que voilà, cet événement est tout sauf banal. Je suis Camille Lin, et vous êtes dans le 3e épisode du thème Quand le travail passe dans un second temps. Aujourd'hui, dans le podcast, nous allons parler de ces 3 mois sous silence en compagnie de Judith Aquin. Vous allez voir, Judith n'a pas la langue dans sa poche et parle avec ferveur du tabou de la condition des femmes en début de grossesse. Il me semblait vraiment important de l'inviter dans le podcast car la parentalité a lieu pendant la vie professionnelle. Ça a des impacts sur les individus et donc aussi sur l'entreprise. Et pour que ça se passe pour le mieux, il y a beaucoup de choses que peuvent mettre en place les organisations pour accompagner la parentalité. D'ailleurs, pour vous mettre sur la piste, Judith a co-créé le Parental Challenge. Le Parental Challenge, c'est 100 idées qui aident les entreprises à créer leur politique d'accompagnement de la parentalité au travail. Il inclut également une charte d'engagement regroupant 12 mesures qui permettent à l'entreprise d'assurer les bases de la conciliation
Parentalité Travail. Une charte à laquelle a adhéré le groupe Conseil Perrier, partenaire de ce podcast. Vous trouverez plus d'informations sur le Parental Challenge dans les notes de l'épisode. Et moi, je vous laisse en compagnie de Judith Aquin. Bonne écoute. Alors bonjour Judith et merci d'avoir trouvé du temps pour être avec moi et pour échanger sur un sujet encore trop tabou aujourd'hui et notamment dans nos entreprises. Je parle évidemment des 3 premiers mois de grossesse. Et avant qu'on rentre dans le vif du sujet et que je te pose toutes mes questions, je voulais vraiment prendre le temps de te remercier. Car en lisant ton livre, je me suis sentie normale en fait. Car j'ai appris en lisant ce livre-là que plus d'un tiers des femmes enceintes souffraient d'hypersomnie et d'épuisement narcoleptique. Et là, je me souviens, j'ai lu, puis j'ai relu plusieurs fois ces phrases, et je me suis dit, en fait, c'est peut-être pas moi le problème, parce que c'est exactement ça que je vivais. Je dormais tout le temps, mais vraiment tout le temps. Je comprenais pas. On m'avait toujours dit que être fatiguée quand tu étais enceinte, c'était normal. Mais là, je me posais la question, mais est-ce que moi, je suis normale parce que je suis vraiment trop fatiguée? Je pouvais dormir 22 heures, 23 heures. Le lendemain, j'étais quand même fatiguée. C'était infernal, c'était l'enfer. Surtout que je suis hyper dynamique et là, je me comprenais pas. C'était plus moi, c'était plus mon corps. Et quand j'ai lu ça dans ton livre, je me suis dit, merci, ça fait du bien de se dire qu'on n'est pas toute seule. Alors, merci d'être ici pour parler de ce sujet, puis qu'on va parler de ce sujet sans filtre, je pense. Voilà. Merci à toi de me recevoir. Je suis extrêmement contente d'être avec toi et de pouvoir poursuivre cette conversation. Alors, sur ce que tu dis sur la fatigue, c'est vrai que, on entre direct dans le sujet, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant et de très symptomatique de la manière dont la grossesse et les symptômes de la grossesse sont considérés et sont exposés, et donc dont l'information parvient aux femmes. C'est que cette donnée sur la fatigue, puisque moi aussi j'ai fait l'expérience d'une fatigue absolument extrême, qui ne relève pas, à mon sens, de la fatigue, c'est vraiment une narcolepsie, ça relève d'un tsunami, de quelque chose qui devrait être désigné beaucoup plus correctement, comme l'ensemble des maux de la grossesse qui sont eux-mêmes désignés de petits mots. Enfin, on y reviendra parce que c'est quand même un enchaînement de dingueries lexicales. Mais cette fatigue, en fait, ça a été très long pour moi de trouver la donnée pour dire à quel point, en fait, c'est compliqué, en fait, de parvenir à une information correcte et claire. Et je pense que cette donnée est même assez sous-estimée dans la mesure où elle n'est pas bien présentée. C'est-à-dire que le mot fatigue ou le mot trouble du sommeil relève d'un champ qui est trop large, qui n'est pas assez clair pour comprendre réellement le symptôme en question et pour rassurer aussi les femmes sur ce qu'elles vivent, c'est-à-dire pour leur tendre une donnée, leur disant, en fait, oui, c'est non pas normal, j'en ai marre d'entendre que ce qu'on vit est normal, parce que c'est pas normal d'être si mal, quoi. Mais disons que ça fait partie d'un dispositif naturel et hormonal que de ressentir cette fatigue-là. Ensuite, si jamais c'était bien exposé, dans ce cas, on aurait des remèdes qui seraient fonctionnels, aussi bien d'un point de vue médical que d'un point de vue RH, mais comme tout dans ce début de grossesse et globalement dans les maux qui sont les nôtres, et je peux y inclure évidemment les règles, l'endométriose, la ménopause, etc. Donc, tous les maux qui sont réservés exclusivement à la biologie féminine, sont très mal désignés, très mal recherchés, et donc ne sont pas pris en compte dans la société dans son ensemble, que ce soit, une fois de plus, au niveau médical et au niveau de la recherche, qu'au niveau RH. Donc il y avait un point à trouver là-dessus. Déjà, effectivement, dans le livre, les données à mettre à plat pour que l'information soit présente et soit concentrée en un endroit, qui ne soit pas un énième livre de grossesse qui présente les choses sous une forme euphémisée et toute mignonnette, alors que ça n'est pas du tout mignonné à vivre. Et ça, il y en a en plus. Et il n'y a que ça. Donc, dire les choses de manière claire et
et respecter en fait tout simplement les femmes en leur proposant une information qui soit complète. Mais au-delà de ça, créer une information plus large au sein d'un livre qui se veut féministe et politique. euh, et qui donc s'adresse à tous les publics, hommes compris, médecins, RH, etc., etc. Et quand tu dis hommes compris, est-ce que tu as eu des retours justement par rapport à ton livre d'hommes ou même du secteur aussi, ben, enfin, d'hommes et de l'entreprise, je te pose deux questions en fait, d'hommes et de l'entreprise, des personnes qui sont RH ou managers pour mieux comprendre ça ou pas? Alors, en toute honnêteté, peu. J'ai eu principalement des retours de médecins, en vérité. De médecins et quand même principalement de femmes médecins et notamment de sages-femmes. Donc, c'est toujours la même chose. Hélas, il y a un plafond de verre aussi au niveau de l'information à recevoir. En tant que récepteur de l'information, il y a des yeux et des oreilles qui se ferment dès lors qu'on accède à des strates qui sont plus masculines, ou qui sont plus masculines, en tout cas dans un imaginaire, donc qui sont les strates du pouvoir, en gros. Donc, plus on est haut dans la hiérarchie médicale, plus on considère qu'on sait tout et que donc on n'a pas de leçons à recevoir de quelqu'un. Cela étant, au niveau RH, oui, j'ai quand même eu des retours positifs, mais alors pas via mon livre, mais via le Parental Challenge que j'ai co-lancé avec trois autres comparses, Selma El Mouiti, Isma Laswani et Clémence Pagnon. Euh, avec et le Parental Challenge, c'est un dispositif clé en main, RH, une charte qui expose de manière très claire ce que vivent les gens et les cadres pour assainir l'atmosphère, assainir évidemment toute l'atmosphère autour de la discrimination, puisque je connais quand même relativement peu de femmes qui ont été très à l'aise pour annoncer leur grossesse au travail, et pour cause, il y a des discriminations qui font encore vraiment rage. Je crois que c'est une femme sur quatre qui est discriminée en lien avec sa maternité, donc c'est quand même beaucoup. Euh, et, euh, euh, et également des dispositifs qui soient beaucoup plus avancés, qui ne font pas encore partie des cadres légaux, hélas, sur la fausse couche, etc. Et là, pour le coup, vu qu'on est au niveau des RH, eh bien, plusieurs hommes, en fait, ont reçu ça de manière très positive. Et régulièrement, c'était d'ailleurs des jeunes pères qui étaient euh, en vérité très surpris que les choses ne soient pas, alors notamment chez les CEO, donc chez les fondateurs d'entreprises auxquelles je me suis adressée, euh, qui étaient atterrés en fait de découvrir que les cadres légaux n'intégraient pas encore les questions de télétravail possible à 100% dans le tertiaire, en tout cas pour les femmes durant leur grossesse, d'arrêt fausse couche rémunérés à 100%, de conditions d'ancienneté qui doivent être largement revues à la baisse parce que c'est une injustice totale, etc., etc. Et donc là, pour le coup, c'était un double coup qui était bien, à la fois d'information, puisqu'en fait, l'information sur les cadres légaux RH est très faible, c'est incroyable, mais les gens ne sont pas au courant de ce qui existe dans la convention collective ou globalement dans les cadres de la législation générale en France ou ailleurs. Hein. Je pense que si on fait l'enquête au Canada, ce sera pareil, hélas. Euh, mais et voilà, donc il y a déjà un point là-dessus qui est culturel sur le fait que la question RH soit relativement ignorée dans l'information qui doit être transmise aussi bien aux managers que aux employés. Euh, et, euh, euh, et donc la possibilité aussi d'améliorer ces cadres RH. Ce que pour le coup, on a réussi à faire avec le Parental Challenge qui, là, aujourd'hui, touche quand même plusieurs milliers d'employés grâce à l'engagement des signataires, de la soixantaine d'entreprises signataires. Et bien justement, le parental challenge, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Que je sais qu'il y a le guide que vous avez créé et puis il y a aussi la charte. Donc, nous dire un peu la différence entre ces deux-là. Et puis, cette charte-là, qu'est-ce qu'elle implique? Comment est-ce qu'on fait si on est une entreprise pour pouvoir y adhérer? Ouais.
Alors, le guide, ça a été le point de départ, en fait. Donc moi, je venais de sortir mon livre. Selma El Mouissi, qui travaille chez Aigo, qui est un cabinet de design, qui fait un très, très beau travail, m'a contactée puisque elle-même avait mis en place des points RH. Alors, c'est un petit cabinet, enfin, ça fait 25 personnes, et avait mis en place des propositions RH et avait écrit un article. Donc, elle m'avait contacté sur LinkedIn en me disant, écoute, j'ai fait ça, je sais pas, je la connaissais absolument pas, hein. Je sais pas, j'ai écrit cet article, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu penses qu'on pourrait faire quelque chose? Bon, je lis l'article et je le trouve d'une clarté folle. C'était hyper simple, c'était vraiment, enfin, problème, solution, qu'est-ce qui est possible au regard de la taille de notre entreprise, de nos contraintes, de nos coûts, de tout ça, les choses qu'on a rejetées, pourquoi on les a rejetées, les choses qu'on a remises à plus tard, pourquoi on les a remises à plus tard et comment on l'a pensé. Enfin, d'une clarté extrême. Donc j'ai été conquise. On s'est rencontrés et elle-même était déjà en lien avec Issence, donc, qui est composé de Isma et Clémence, pour faire un petit guide, mais enfin voilà, je crois même un encart dans la newsletter, enfin quelque chose de très court. Et Issence est un cabinet qui est spécialisé justement dans l'accompagnement des entreprises, mais aussi des individus autour de la parentalité. Et, euh, et donc, on s'est dit que, en fait, qu'il fallait aller un peu plus loin et vraiment proposer quelque chose qui soit plus systémique et plus global, qui puisse atteindre des entreprises de toute taille, en présentant en fait l'ensemble des moments de la parentalité depuis le désir d'enfant, parce que c'est un point qui est très souvent ignoré, mais ça met du temps avant d'avoir un enfant. On peut traverser des fausses couches, on peut être touché par l'infertilité et donc devoir passer par des longues PMA qui sont des très grosses contraintes, notamment quand on est au travail. Et donc, c'était un guide qui avait vraiment vocation à toucher les RH. Euh, donc, la PMA, les démarches d'adoption aussi, qui sont très lourdes et très contraignantes également. C'est-à-dire qu'un rendez-vous pour une adoption avec quelqu'un qui travaille dans le psychosocial peut avoir lieu à 15 heures à un endroit qui est à l'opposé de son lieu de travail ou même de chez soi. Euh, et il faut absolument y être, sinon tout tombe à l'eau. Donc voilà, c'est une pression qui est énorme sur les personnes qui veulent être parents. Mais aussi, évidemment, après, la grossesse, le congé paternité, le congé second parent, pardon, le congé maternité, les conditions de retour, les conditions de départ, la réception d'une annonce de grossesse, quand la parentalité est à l'œuvre et puis les difficultés qui peuvent être également liées à la parentalité. Il y a évidemment le deuil périnatal, il y a le burn-out parental, il y a la dépression postpartum. Voilà, il y a toutes ces données qui peuvent, qui doivent en fait être prises en compte pour être pensées au sein de l'entreprise et qui aujourd'hui sont des impensés. Et donc, on a réuni tout ça et mis à chaque fois en fait des actions très concrètes dont 70% sont à coût zéro. Donc, il y a 100 actions en tout, dont 70 à coût zéro. Euh, euh, et, euh, et des benchmarks et un rappel des cadres légaux à chaque fois. Et voilà. Donc Est-ce en que, fait, à chaque fois, on est très exhaustif sur l'ensemble des questions. Il y a certainement des trous dans la raquette, mais voilà. Et à partir de ça, en fait, je finis juste. À partir de ça, on s'est dit que la meilleure manière, en fait, pour réellement toucher les entreprises et pour pouvoir réellement avoir une action systémique, moi, c'était à la suite de mon livre. Enfin, j'ai le sang qui coule dans mes veines est quand même très, très engagé. Et donc, bon, enfin voilà, j'ai fait ça pendant mon congé mat, hors cadre de travail, donc, enfin voilà, totalement gratuitement, etc. Vraiment pour essayer de faire changer les choses. L'idée, c'était de pouvoir extraire des éléments là-dedans
qui crée un cadre sain, tenant compte de toutes les situations, pour assurer les basiques d'une politique RH inclusive et non discriminante. Voilà. Et donc, cette charte du Parental Challenge est applicable à tout type de structure, que ce soit une PME, une TPE, une scale-up, une très grosse entreprise. On a signé des entreprises de 1 à 6 000 personnes, donc pour dire que voilà, donc c'est en fait quelque chose qui est tout à fait activable. Simplement, le coût a beau être à peu près à zéro, c'est un coût culturel qui est très fort. Le coût culturel, en gros, c'est déjà d'informer les employés de leurs droits. Et c'est un changement de paradigme qui est profond. C'est-à-dire, c'est horizontaliser l'information plutôt que de créer un dispositif, enfin de rester en tout cas dans un dispositif où il y a le tenant de l'information qui en réalité la tient pas du tout, et la personne qui est dans le flou et potentiellement dans la peur que sa parentalité et les contraintes qui vont avec aient des conséquences catastrophiques sur sa vie professionnelle, sur ses possibilités d'évolution, etc., etc. Bah, on peut Voilà. juste parler aussi du fait que, tu sais, quand tu apprends que tu es enceinte et que tu dois l'annoncer à ton employeur, je vais prendre mon exemple à moi. Moi, j'ai de la chance d'être dans une entreprise. Alors, je parle de chance. Alors, pour moi, ça devrait être normal, ça devrait être comme ça dans toutes les entreprises, mais en tout cas, d'avoir un bon climat social où on s'entend bien et puis on va parler de tous les sujets. Mais malgré ça, j'avais quand même peur de le dire, tu sais. Ouais. Puis au final, quand je l'ai dit, ma manager à moi, elle m'a fait: ah, mais tu sais, Camille, nous, on adore les enfants. Hein. J'ai le groupe conseil férié, donc il n'y a pas de souci, tu sais. Et je me Ouais. dis, mais c'est fou que même moi, qui suis quand même dans ce genre d'entreprise, j'ai eu cette peur-là. Alors, j'imagine pas, tu sais, quand tu es dans un autre climat de travail aussi, tu vois. Ouais, ouais, c'est ça. Et donc, ce qui est dommage dans le cas de ton entreprise, mais en fait dans le cas de toutes les entreprises, c'est que ce soit pas dit avant qu'on adore les enfants. Parce que ça détendrait quand même beaucoup l'atmosphère et ça créerait un climat de confiance absolu. Enfin, en fait, ça change tout. C'est pas bon que dans une entreprise, mais c'est pas bon pour l'entreprise, hein, que on soit maintenu dans l'idée que peut-être ce qu'on est en train de vivre, qui est très important pour soi, soit dommageable à sa vie professionnelle. Enfin, on est ni que parent, ni que professionnel, enfin, et par définition, on a des enfants pendant sa vie professionnelle. Donc c'est quelque chose qui est très problématique et il faut pouvoir changer ça. Il faut notamment, enfin, alors il aurait fallu le faire bien avant, mais je pense que le contexte de pandémie, etc., enfin tout ce qui s'est passé depuis 2, 3 ans, fait que là, il y a une exigence qui est particulière et il y a un tournant à ne pas manquer, vraiment, plus que jamais, pour se mettre à niveau de la dignité qui est due à tous les employés et notamment aux femmes. Voilà. Ouais, mais ça, je trouve, enfin, c'est un point sur lequel je vais insister pour répéter un peu ce que tu dis, mais ce qui est vraiment important, c'est d'en parler en amont à tous les salariés, parce que quand il arrive des choses, puis tu me diras si tu es en accord ou pas avec ça, mais en tout cas, comme il arrive des choses, bah, je vais parler du deuil ou du deuil périnatal où tu vas perdre, où tu vas perdre ton enfant, ou même quand tu fais une fausse couche ou des choses comme ça, si déjà en amont, l'entreprise elle a mis des choses en place où la parole est libérée là-dessus, ça sera plus facile aussi déjà pour les managers, pour les RH de pouvoir accompagner. Ce sera plus simple aussi pour les personnes qui sont dans l'entreprise de pouvoir en parler. Et puis pour le Complètement. retour du travail aussi. Complètement. Et il y a quelque chose qui est très important, c'est aussi de vraiment travailler sur des questions de confidentialité. C'est-à-dire que même dans une entreprise qui, de manière très proactive, dit on a une politique parentale qui est très claire et les discriminations ne sont pas tolérées une seconde, la petite blagounette ne doit plus avoir lieu. C'est de la blagounette à la phrase violente, c'est non. Pour autant, on n'a pas nécessairement envie de se confier sur le fait qu'on soit en train de traverser une fausse couche, qu'on soit en train de traverser un deuil périnatal,
qu'on soit même en train de traverser le premier trimestre de grossesse qui va avec cette peur de la fausse couche, non pas par crainte des discriminations, mais par choix personnel. Et donc, pour pouvoir bénéficier du cadre qui est proposé et des possibilités proposées aussi par le Parental Challenge, une des mesures qui est parmi les premières, c'est de pouvoir créer un processus probablement avec le médecin du travail, qui est, à mon avis, la personne la plus indiquée, mais ou avec un délégué du personnel soumis à la confidentialité, pour débloquer ses droits sans avoir à en informer sa hiérarchie, ses collègues, etc. Donc, être aussi dans un cadre qui soit safe de bout en bout et qui ne force pas non plus à dire des choses qu'on n'a pas envie de confier parce que ça touche des questions de pudeur, de peur, peut-être de pensée magique, mais on s'en fout. On n'est pas là pour juger ces choses-là. On est là pour essayer de créer les conditions qui font que les gens traversent ce qu'ils traversent, et notamment ce qu'elles traversent, dans les meilleures conditions possibles et qu'elles puissent continuer d'exercer leur métier, leur travail dans des conditions dignes. Donc, pendant le premier trimestre de grossesse, qu'elle puisse faire justement une sieste de 5 minutes, non pas sur les toilettes du bureau, mais sur son lit. Que les gens puissent traverser une fausse couche en étant arrêtés et en étant rémunérés à 100% et non pas en ayant un arrêt de travail, un arrêt de maladie qui est rémunéré à 80% et qui ne désigne pas correctement ce qui est en train de se passer. Et pour autant, il faut qu'à l'intérieur du système RH, il n'y ait pas écrit arrêt fausse couche. Sinon, donc que ce soit dans les congés exceptionnels, enfin voilà, qu'il y ait en fait toute une réflexion en fait posée autour de ce que traversent les gens et de comment les préserver au mieux pour créer une chaîne du travail qui soit positive, engageante et qui aussi favorise la rétention des talents, enfin, tout simplement. Mais justement, si je suis une entreprise et je veux commencer à m'engager là-dedans, je vais où? Ce serait quoi ma première étape? Eh bien, c'est d'aller sur le site du Parental Challenge. Non, mais en vrai, c'est la première étape. C'est déjà, bon, la charte est extrêmement claire et explique comment faire les choses. Donc, je pense qu'on ne peut pas faire plus clair. En vrai, donc, c'est aller sur parentalchallenge.com et aller à s'engager, il y a la charte, ou aller télécharger le guide dans un premier temps. Voilà, enfin, c'est extrêmement facile. Et après, pour s'engager, il y a un formulaire qui permet de s'engager sur l'honneur à mettre en œuvre les mesures dans une échéance courte, mais enfin en même temps tout à fait vivable. C'est-à-dire qu'on demande aux gens d'avoir mis en œuvre les choses dans l'année qui suit leur signature. Ensuite, ce qui est important, c'est quand même que les gens communiquent en interne, voilà, un échéancier disant, voilà, on a signé, après, il y a des entreprises qui veulent être signataires une fois que tout est fait pour que toutes les conditions sont réunies et que donc voilà, c'est officiel maintenant, on est Parental Challenge compliant d'un bout à l'autre. Mais sinon, ça peut être voilà, communiquer un échéancier, dire voilà, dans 3 mois, on aura mis en place l'arrêt fausse couche, pour toutes les femmes et tous les compagnons, compagnes de ces femmes, et ben, il y aura cet arrêt qui sera mis en place. Pour l'obtenir, il faudra voir le médecin du travail et tac, 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 tac. Voilà. En gros, c'est et puis dans 2 mois, on aura aboli les conditions d'ancienneté de 1 an pour les questions de grossesse. Dans 3 mois, on aura mis en place les 5 jours d'arrêt enfant malade rémunérés à 100%. Bref, voilà, créer un dispositif qui soit informatif une fois de plus. Alors, je vais te
Je vais te challenger parce qu'on m'a challengé sur cette question-là, donc je voulais avoir ton avis là-dessus. Je parlais Vas-y, justement. challenge accepted. Parfait. Je parlais justement avec un manager de ces 1 an que tu dis parce que lui, il me disait, Camille, moi, je comprends, tu sais, le fait de devoir accompagner les parents et tout ça, mais mets-toi à ma place. Moi, j'embauche quelqu'un, je le recrute. 1 mois après, enfin, je dis il, mais elle est enceinte. Elle est enceinte, puis moi, ça me foire tout dans mon emploi du temps. Embaucher quelqu'un, ça coûte de l'argent, ça prend du temps, et puis c'est-à-dire que tout l'espoir que j'ai mis en elle, c'est-à-dire que tout s'effondre, qu'on n'a pas eu le temps, que j'ai pas eu le temps de la connaître, cette personne-là, ni elle n'a pas eu le temps non plus d'être bien intégrée dans l'équipe, qu'elle va déjà partir dans quelques temps, et qu'il faudra à nouveau que je retrouve quelqu'un d'autre. Comment est-ce que je fais? Je lui Alors, répondrais quoi à mon manager? alors, je lui répondrai que les hommes ne tombent pas enceintes, mais que leur nana, oui. Et donc, quand ils embauchent un homme, eux aussi sont susceptibles de devenir pères. Et donc, de devoir partir en congé paternité, désormais un congé de 1 mois, ce qui est d'ailleurs scandaleux. Il faudra absolument que ce soit aligné sur le congé des mères. Alors attention, pour Donc, ceux qui nous écoutent, je suis désolée, je t'interromps, oui, on est en parce France. on est en France, donc c'est ça. En France, c'est 1 mois. Au Canada, on a un peu plus long pour les papas. On a le congé parental aussi qui est partagé. Mais voilà, là, pour la France, ce qui a changé il y a quelques mois, enfin, à l'été, où Ouais. maintenant on est à 1 mois. Excuse-moi, je précise juste Oui, parce oui, non, qu'on t'as a tout à fait autant raison. des Français que des Québécois, que des Belges aussi. Donc voilà, Nous sommes en en France. grand écart atlantique et européen, enfin en grand écart francophone. Donc voilà, bon, déjà la première chose c'est que oui, une femme tombe enceinte, enfin la compagne d'un nouvel employé aussi, et donc ça revient au même. Que dire, que déjà une grossesse ça dure quand même 9 mois, donc que c'est pas immédiatement que la personne va accoucher, et que si le talent de cette personne a été évalué suffisant pour l'embaucher, et ben, ça veut dire que cette personne va pouvoir mettre en place des tas de choses, pouvoir mettre en place également d'excellentes conditions pour une passation au sein de l'équipe ou à une personne qui la remplacera durant son congé maternité et paternité, puisque une fois de plus, les hommes aussi, et donc que tout va bien aller. Enfin, on ne va pas arrêter d'embaucher des femmes entre 25 et 45 ans. Enfin, c'est pas possible. Sinon, on arrête aussi d'embaucher des hommes entre 25 et 45 ans. Mais comme après 45 ans, on n'embauche pas non plus, et ben là, on arrête d'embaucher tout le monde. Non, mais enfin, à un moment, voilà, il faut aussi faire confiance en le talent et le désir des personnes. C'est-à-dire que, une fois de plus, oui, c'est un immense bouleversement, la parentalité. Ça remet à plat des priorités, ça remet à plat des tonnes de choses. Pour autant, ça remet aussi à plat le fait que, vu que quand même on a un nouvel élément qui plus ou moins a remplacé à peu près toutes les autres strates de sa vie et de sa personnalité, en fait, on est bien content de pouvoir s'épanouir au travail aussi. Ça rappelle un petit peu notre prime jeunesse où on a justement ces talents, cette capacité analytique, cette capacité à faire, etc., etc., à se déployer dans des modalités qui peuvent être absolument différentes de celles dans lesquelles on se déploie au sein du foyer et de sa vie quotidienne. Et, euh, et voilà, qu'en fait, il n'y a même pas de question à se poser là-dessus. Un talent tel qu'il a été évalué en recrutement reste un immense talent qu'il faut pouvoir faire grandir, quoi, et à qui il faut pouvoir faire confiance. Voilà. Complètement. Et une fois de plus, Merci. c'est un biais sexiste dès le départ, parce que la même chose se pose avec les hommes. Mais tout d'un coup, ça se pose moins. Oui, non, Donc, c'est sûr. c'est quand même Mais hallucinant. je pense aussi, c'est parce que le congé paternité, justement, c'est que d'1 mois. Donc, ils se disent, bon, tu sais, il va juste partir 1 mois, alors que le congé maternité en France, si je me trompe pas, c'est 4 mois en C'est France. 3 Tu me mois. diras. C'est 3 mois. Ah, c'est tellement peu en France. Je suis désolée, parce Ouais. qu'au Canada, Non, c'est mais tu tellement. vois, Je me dis, c'est bah fou. oui, mais tu vois, tu me C'est que dis, 3 mois. c'est vachement intéressant que tu me dises ça par rapport au Canada. Enfin, donc j'imagine que le case study que tu me transmets là est canadien. Bah, c'est quand même intéressant que ce biais soit sur les femmes,
alors que leur congé est exactement identique à celui des hommes, enfin, plus ou moins exactement identique. C'est quand même vachement intéressant. Ça dit un truc dès le départ. Ça dit que la femme est considérée comme une contrainte, comme un problème dans sa maternité, parce qu'il y a aussi tout ce système de représentation autour de la maternité, de tout d'un coup, on n'est que mère quand on est mère, alors que les pères continuent d'être des chasseurs-cueilleurs qui vont... voilà. Non, enfin, c'est très, très rétrograde. Et c'est faux, tout simplement. Et bien justement, là, pour rebondir sur ce que tu dis, il y a plusieurs entreprises aussi qui disent, mais attends, la parentalité, ça ne concerne pas l'entreprise, c'est quelque chose qui reste personnel. Pourquoi est-ce que je devrais m'engager? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Ce que je peux leur dire, c'est qu'en fait, si ils pensent comme ça, ils vont avoir un turnover qui va leur coûter très cher. Parce que les gens, quand ils commencent à être un peu seniors, un peu bien dans leur carrière, etc., c'est aussi l'âge auquel ils font des enfants. Et donc, si l'entreprise décide de toujours ignorer le fait qu'il y ait des sorties de crèche où on ne peut pas arriver en retard. Sinon, l'enfant se retrouve au poste de police et on perd sa place en crèche. Et là, pour le coup, on ne peut vraiment pas retourner au travail. Si l'entreprise se refuse à regarder en face que un enfant malade, ça arrive, et que donc il faut pouvoir permettre aux gens d'être arrêtés, de bénéficier de quelques jours enfants malades, plutôt que de dépenser leurs jours de vacances durant lesquels ils vont recharger leur batterie, se reposer pour arriver plus en forme que jamais au travail. Enfin, c'est pas la même chose, quoi. On ne parle pas d'un congé enfant malade, c'est un arrêt. Donc si, et ce qui est une fois de plus étonnant, c'est qu'il y a des arrêts maladie pour une grippe, pour disons le Covid, tiens donc, pour voilà, tout type de maladie. Et là, oui, il y a un cadre légal qui relève des RH aussi, hein, les arrêts maladie, est-ce qu'il y a une carence, est-ce qu'il n'y a pas de carence, est-ce que machin, etc. Bon, bref, on pourra parler de l'injustice des carences, mais enfin bon, en tout cas, il y a des cadres RH qui existent. Pourquoi la maladie ne serait pas considérée comme un truc personnel au même titre que la parentalité? Enfin, alors évidemment, l'analogie entre les deux n'est pas bonne. Dite comme ça ne va pas. Mais vous voyez tu vois ce que je veux dire? C'est en soi, oui, c'est un problème corporel, personnel. Pourquoi l'entreprise accompagnerait ça? Parce que en fait, on n'est pas des robots, on est des êtres humains. Et donc, il arrive des choses dans la vie sur lesquelles, oui, il faut pouvoir être accompagné. Et c'est un accompagnement qui est mineur en réalité. Enfin, juste dire, on évite de créer un système qui sera très défavorable aux femmes, puisqu'on sait très bien que c'est dans l'imaginaire de tout le monde, c'est les femmes qui vont chercher les gosses à la crèche et à l'école, et pas les hommes. Et donc, on va faire notre petite réunion de mecs à 19h, dont seront exclues les femmes. En fait, c'est une responsabilité sociale de l'entreprise. Je rappelle quand même que la RSE, ça fait partie des indicateurs qui sont utilisés pour évaluer la valeur des entreprises par le Dow Jones, le machin, le truc. Enfin, c'est quand même pas rien aussi comme impact sur la valeur monétaire de l'entreprise. Et une entreprise qui propose une offre de service, disons en B2B, eh bien, pourra être défavorisée si son ESG est moindre, son ESG ou sa RSE, que la voisine qui a une très bonne RSE aussi. Donc, c'est-à-dire que si on le prend d'un point de vue cynique, on est perdant en ne le faisant pas. Si on le prend d'un point de vue humain, on est évidemment en ne le faisant pas. C'est quand même aussi une question d'égalité femmes-hommes dans les opportunités qui sont proposées.
et abolir un système qui, dans son cadre global, qu'on tente de résoudre avec ces 12 premières mesures, sachant qu'évidemment, il en faudrait plus, mais déjà, quelques mesures qui assainissent un cadre pour éviter justement cette discrimination, c'est un accompagnement de la parentalité qui est en réalité un ensemble de mesures qui profiteront également aux femmes qui ne désirent pas avoir d'enfants. Ça évitera aussi des discriminations par défaut qui seront faites aux femmes. Donc c'est un travail qui est nécessaire pour des entreprises qui souhaitent être saines et attirer et retenir des talents, des hauts potentiels, etc., etc. Puis, j'aimerais ajouter quelque chose par rapport à ce que tu nous partages là, c'est que ça ne concerne pas que les femmes au final, mais aussi les hommes, parce que évidemment, je veux inclure ça, parce que moi, j'ai remarqué en tout cas qu'on oublie beaucoup les hommes dans cette partie-là quand on va parler de maternité, de grossesse et tout ça. Juste avec les hommes que j'ai échangés qui, eux aussi, ont vécu, parce que eux aussi peuvent aussi être affectés par la fausse couche que vit leur femme, par le deuil périnatal. Et puis, ce que j'ai remarqué de mon côté, c'est que, en fait, on n'en a rien à faire aussi des hommes quand eux, ils vivent ça. Il y a beaucoup de focus, enfin, quand il y en a, parce que des fois, il n'y en a pas du tout, mais il y a quand même plus le focus sur les femmes, puis je le comprends. Mais il faut aussi intégrer aussi les hommes là-dedans pour que ça change aussi pour les deux parties, d'où pour moi aussi de l'importance de cette parentalité au travail. Ouais. Alors, j'en parle aussi bien, j'en parle évidemment beaucoup dans mon livre 3 mois sous silence, de la manière dont effectivement les hommes sont évacués du récit pour pouvoir en faire plus facilement un récit de bonne femme, donc non crédible. Mais c'est dommageable à tout le monde. De toute façon, je veux dire, le patriarcat est dommageable à tout le monde. C'est pas du tout bon pour quiconque. En tout cas, quiconque veut vivre de manière à peu près correcte et non toxique, le patriarcat n'est pas bon. Donc oui, bien sûr, c'est très grave que les hommes soient complètement écartés du récit de la douleur, du récit de la peur, du récit, de la peur liée à ce premier trimestre de grossesse, liée à la maladie de son enfant, même une petite grippe, pas nécessairement une très grosse maladie. Les hommes aussi sont stressés quand leur enfant a de la fièvre. D'être écartés de toute la question aussi du lien affectif qui les relie à leur enfant. Et ce lien affectif, ça se matérialise aussi en étant à l'heure pour aller les chercher à la crèche, leur donner le bain, leur donner des petites cuillerées de petits pots, etc. C'est comme ça que ça se construit. Donc oui, c'est très problématique que les hommes soient évacués de ça. C'est pour ça que justement dans le Parental Challenge, qui est la matérialisation un peu de ce que je préconise aussi dans 3 mois sous silence, en tout cas sur le volet RH, les pères sont, les pères, les seconds parents, parce que évidemment, tous les couples ne sont pas hétérosexuels, mais bon, si on parle d'égalité femmes-hommes, les pères doivent être inclus dans l'ensemble des dispositifs autant que les mères. C'est-à-dire qu'un arrêt fausse couche doit être donné au père comme à la mère, au père ou aux parents qui voulaient, bref. Non, mais, et même chose pour les arrêts enfants malades, et même chose pour les questions du deuil périnatal, et même chose pour les rendez-vous en PMA, parce que c'est des rendez-vous qui non seulement sont quand même très éprouvants pour les femmes, et il est parfaitement injuste de les laisser seules dans un moment qui est très éprouvant physiquement et psychologiquement. Mais les hommes ont aussi besoin d'être là aux côtés les hommes et les compagnes ont aussi besoin d'être là au moment où ça a lieu. Donc, c'est les évacuer quand même de tout un processus qui est fondamental au vrai sens, qui est fondamental au sens le plus existentiel, quoi. Et c'est très problématique, en effet, de considérer que
vu que ce sont des vrais mecs très durs et très forts, et que ouais voilà, enfin, et qui ne sont pas habités par la sacro-sainte maternité, eh bien ils n'ont rien à voir avec ça, ils s'en foutent. Eux, ils ont fait un môme pour l'aligner et puis basta. Enfin, c'est quand même aplatir l'effet qu'a la parentalité, la paternité ou la maternité d'une seconde mère d'une manière qui est catastrophique, quoi. Mais surtout, je pense que c'est une ancienne façon de voir les choses. J'ai l'impression, en tout cas, que ça a beaucoup évolué et que les pères ont plus vraiment. Alors, peut-être que je Ah, ça dirais, dépend, hein. Alors, moi, à la tu me maison, diras. oui, j'ai un exemplaire de nouveau père, donc ça, je suis très, très contente. En revanche, c'est quand même pas toujours le cas du tout. Et justement, il faut pouvoir aussi encourager une société qui va dans le bon sens. Et une société qui va dans le bon sens, c'est une société où les pères ne considèrent pas comme euh, euh, un discrédit de leur virilité que de prendre leur part à la paternité, que euh, de prendre aussi leur part de douleur lorsqu'il y a des douleurs vécues, de prendre leur part d'empathie vis-à-vis de leur compagne qui traverse une grossesse éprouvante, puis un accouchement, puis etc. Et qui se prend une charge domestique complètement dingue d'un coup, alors même qu'elle est en train de se remettre d'un accouchement et d'une grossesse, etc., etc. Donc, et qui est discriminée au travail, mais voilà, enfin, en fait, il y a quand même tout un point sur le partage des tâches domestiques dont on sait qu'il ne s'améliore pas quand même beaucoup. Le Covid a été quand même un indicateur très fort là-dessus. Euh, des études ont été menées et qui montraient quand même que enfin, les femmes avaient énormément pâti, avaient perdu du salaire, avaient perdu du travail, avaient pris toutes les tâches domestiques, y compris lorsqu'elles travaillaient, etc., etc. Donc il y a quand même un point qui est important et qui trouve quand même souvent ses racines dans le travail et donc dans la manière dont le travail est régi par une politique RH qui est plus ou moins favorable aux personnes et en toute honnêteté, la plupart du temps, elle n'est pas favorable aux personnes dans leur parentalité. Donc, il y a une nécessité à mieux accompagner ça pour aussi, enfin, je veux dire, une fois de plus, hein, si on reste cynique, la performance des entreprises s'en ressentira très positivement, mais à coup sûr, quoi. Beaucoup mieux qu'en installant un baby-foot. Oh oui, Beaucoup mieux. complètement. Et est-ce que tu as un exemple d'une entreprise justement qui a adhéré par exemple au Parental Challenge, enfin, ce que ça fait, qu'est-ce qu'ils ont mis en place, de quelle façon je sais que le Parental Challenge c'est quand même récent, c'était décembre 2021, donc Ouais, c'est on est vraiment très encore au récent. premier, c'est tout récent, mais j'ai vu qu'il y avait déjà beaucoup d'entreprises quand même qui ont commencé à adhérer. Est-ce que tu commences déjà à avoir des retours là-dessus? Alors, moi, j'ai surtout eu, en fait, il y a eu, on avait fait un live pour le lancement du guide et de la charte, et 3 signataires avaient parlé. Et j'avais été assez marquée, notamment, par le fait que, bon, c'était des signataires qui étaient assez avancés, voilà, qui étaient déjà très sensibilisés à toutes ces questions-là, et qui, pour autant, me disaient qu'il y avait vraiment des trous dans la raquette que comblait le Parental Challenge, et notamment sur l'arrêt fausse couche. Que il y avait, enfin voilà, qu'elles avaient beau avoir vraiment réfléchi à plein de choses, tout ça pour bien accompagner la parentalité, mais aussi la question des dents, donc des questions familiales plus larges. Eh bien ça restait un impensé. C'est quand même étonnant que une femme sur 4 ou une femme sur 5, selon les statistiques, traverse une fausse couche. Dans le plus grand des silences, évidemment, et donc dans la plus grande des solitudes et le plus grand des chagrins. Euh, et pour autant, ça n'est pas pensé. C'est quand même quelque chose. Et donc, c'est plutôt ça, en fait, qui m'a marqué. Là, j'ai pas des retours d'expérience autres que plus celui des RH qui ont mis en œuvre ça et qui ont eu l'honnêteté, voilà, de dire, bah,
Alors parfois, tout est à faire, hein, et c'est très excitant. Enfin voilà, on est très content, voilà, de voir que on propose quelque chose qui relève réellement du challenge. Parce que voilà, enfin, il y a certaines entreprises pour qui bon, ça n'est assez à peine un défi, le Parentale Challenge, et d'autres pour qui c'est réellement quelque chose, et y compris des entreprises qui sont voilà, qui sont plutôt vertueuses, enfin en tout cas qui sont en apparence très vertueuses, etc., mais qui n'ont pas vraiment songé à ces questions-là de cadre. Euh, mais, mais là, voilà, je trouve assez marquant que cette question de l'arrêt fausse couche soit finalement le trou dans la raquette de manière très systématique, quoi. Mais je pense aussi que c'est quelque chose auquel on n'y pense pas du tout, en fait. C'est une fois que tu tombes, que tu es enceinte, que la plupart des personnes vont, enfin, même en entreprise, ça va toujours être félicitations, c'est trop top, mais t'imagines pas que ça puisse s'arrêter, encore moins en entreprise, que ce soit dans les premiers mois de grossesse ou après. Et c'est pour ça que je trouve et que j'ai voulu te recevoir dans le podcast parce que c'est quelque chose qu'on oublie et c'est pour pouvoir mieux l'accompagner, de pouvoir en parler en amont. Je sais qu'on revient à ce qu'on s'était dit au tout début du podcast, mais Ouais. j'insiste là-dessus, sur ce Parental Challenge que vraiment j'ai lu et que j'ai adoré parce qu'il y a vraiment des actions concrètes qu'on peut mettre dans l'entreprise et qui sont importantes, mais pour tous les individus, qu'on soit homme ou femme. Oui, tout à fait. Effectivement, en fait, la raison pour laquelle on ne s'imagine pas que ça puisse s'arrêter, c'est aussi justement, et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit 3 mois sous silence avec ce titre aussi, c'est que on annonce, enfin, il est d'usage, et un usage qui est à interroger, de ne pas dire sa grossesse avant ces fameux 3 mois, puisque c'est le moment où le risque de fausse couche est le plus élevé. Euh, la, la conséquence de ça, c'est que ça invisibilise la fausse couche. La conséquence de ça, c'est aussi que ça invisibilise tout ce que vivent les femmes à ce moment-là, qui est colossal. Les nausées, vomissements, cette extrême fatigue dont on parlait tout à l'heure, etc., etc. Mais la conséquence de ça, c'est aussi, voilà, enfin en fait, la cause aussi de ça, c'est que rien de tout ça n'est vraiment enseigné. C'est-à-dire que moi, à l'école, j'ai jamais appris ce que c'était que la fausse couche, d'où ça venait. Bon, alors que c'est parfaitement biologique. Enfin, comment se fait-il qu'en biologie, en cours de SVT, enfin, quelle que soit la dénomination de ces cours-là, euh, euh, ce soit pas enseigné ce qui se passe biologiquement dans le corps de la femme pour que, il y ait ces manifestations physiques très fortes, très épuisantes et qu'il faudrait pouvoir prévenir et en tout cas guérir, et qui aujourd'hui ne sont ni prévenus ni guéris. Alors il y a un nouveau médicament, mais il n'est même pas, enfin, que vous avez au Canada depuis longtemps, le Cariban. Mais en France, en tout cas, il n'est même pas remboursé. Donc, enfin, du coup, c'est quasi un non-remède. Et puis, ça coûte très cher. Et donc, finalement, enfin, le fait que ce soit déjà invisibilisé au niveau de l'enseignement qui est donné, ça crée une invisibilisation aussi dans la manière dont c'est pensé au sein de l'entreprise. Donc, effectivement, l'entreprise ne s'imagine pas qu'une grossesse puisse s'arrêter déjà parce qu'il n'y a pas de sujet, personne ne parle de ça en général. Bon, j'ai tenté de créer un éveil un peu des consciences et qui vient avec d'autres personnes qui participent à ce mouvement d'éveil des consciences autour de la biologie féminine, voilà, enfin, quel que soit d'ailleurs le moment de vie qui lui est associé. Mais le problème, c'est qu'effectivement, la conséquence RH est la même que la conséquence au niveau sociétal, c'est-à-dire que ça ne traverse l'esprit de personne et que lorsque ça a lieu, en fait, personne ne sait quoi faire, donc personne ne fait rien. Au niveau RH, personne ne sait quoi faire, donc personne ne fait rien. Tu reprends le travail, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est comme ça. Ou tout le monde l'ignore, tout simplement, enfin, puisque personne n'est au courant. Et au niveau de la société, c'est pareil, c'est-à-dire que, enfin, alors, au niveau médical, les médecins sont capables de nous dire que c'est, un, banal, deux, que c'est la nature est bien faite, bon, des phrases qui sont absolument ineptes et extraordinairement violentes, en fait, à recevoir, et
au niveau de la société, c'est plus ou moins la même chose, quoi. C'est-à-dire qu'au lieu de nous présenter de la sollicitude, l'entourage aura plutôt tendance à dire bon, ça veut dire que ça peut marcher, donc un de perdu, 10 de retrouvé, quoi, limite. Et on est là, non, en fait, je n'en suis pas du tout à 10 de retrouvé, là, j'en suis vraiment au temps de mon deuil. Donc respecte-le et sois juste là, sans me donner de conseils, sans m'inciter à aller de l'avant, parce que là, en fait, je ne suis pas du tout prête à aller de l'avant. J'ai besoin d'être dans ce temps. Que tu m'inciterais absolument pas à accélérer si c'était un deuil plus classique. Donc voilà, mais c'est effectivement le sentiment d'un deuil, en tout cas, qui est traversé au moment de la fausse couche. Même si, effectivement, il ne s'agit que, entre guillemets, d'un embryon. Ouais, mais c'est quand même, moi je pense que ça reste quand même un deuil parce que c'est un deuil de là où tu C'est t'es le deuil de projeté. tout un Au moment, projet, c'est c'est ça, ça, exactement. de toute une projection. C'est aussi, tout de même, faut le rappeler, quoi. C'est aussi le deuil de la fin d'un processus. C'est-à-dire qu'on avait quand même l'impression que après 6 mois, 1 an, 2 ans à essayer de faire un enfant, ça y était, on l'avait, ce test positif. Et le fait de devoir re-rempiler aussi est quelque chose de très dur. C'est-à-dire que ça repousse encore l'échéance. Euh, c'est à la fois le deuil de toute une imagination, tout un film qu'on s'était fait sur cet enfant à venir, ses premiers pas, ses machins, etc., le premier gazouillis et tout ça. Mais c'est aussi la fin voilà, de l'idée que ça s'enclenchait. C'est les deux. Et je pense que il faut pouvoir aussi envisager le caractère double de ce deuil et que ça ne lui enlève pas sa force. Que de dire que c'est aussi voilà, un processus dans toute cette trivialité qu'on n'avait pas envie de refaire, tout Complètement. simplement. Vraiment, complètement. De mon côté, on arrive là à la fin de mes questions. J'essaie de respecter l'heure. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose, une question que je t'ai pas posée, quelque chose qui est important pour toi à partager? Alors, pour moi, ce qui est vraiment important, c'est la question du crédit. En traversant tout ça, la fausse couche, la grossesse et l'écriture du livre. L'écriture du livre qui donc allait avec énormément de recherches sur toute cette question, etc. Je me suis rendu compte que vraiment le point euh, convergent, c'était toujours le crédit qu'on accordait aux femmes et à leurs paroles, et donc l'absence de crédit. Il y a un biais de considération qui touche les femmes dès leur naissance, en vérité. Je le vois même avec ma fille, quand je me promenais avec elle et qu'elle était à peine née, qu'elle était encore nouveau-née. Si elle pleurait, des personnes étaient capables de dire ah, les filles, vraiment, elles sont. Enfin, voilà. Alors que ça aurait été Bébé un petit comme ça? garçon, jamais. Non, mais c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et il y a des études qui démontrent qu'effectivement, il y a ce biais de considération des bébés sur les pleurs d'une petite fille versus les pleurs d'un petit garçon, qui seraient exactement identiques. Et d'ailleurs, enfin, bref. Il y a vraiment des études, je vous incite à les trouver. Donc voilà, si je peux avoir un mot de la fin, c'est qu'il faut exiger d'être cru. C'est quelque chose, c'est un peu un mantra désormais pour moi, mais c'est que les discrédits, les euphémismes, quand on ose nous dire que ce qu'on traverse est normal alors que on se traîne une endométriose depuis 7 ans, quand on ose nous dire que les symptômes du premier trimestre de grossesse sont des petits maux de la grossesse, termes consacrés par la médecine, plutôt que de tenir compte de ce qui est vécu et de l'écouter, d'en faire un dispositif au sein des consultations médicales, etc. En fait, il faut arrêter et il faut exiger que ça s'arrête. Il faut sortir de chez un médecin qui dit des choses comme ça et il faut confronter
les managers qui osent faire des petites phrases, des petites blagues sur la maternité, sur la féminité, etc., etc. Parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir y arriver. Et que si jamais ça peut aider, vous pouvez aussi télécharger le guide du Parental Challenge gratuitement. Tout est gratuit. C'est une ressource gratuite. Et le remettre au manager de votre entreprise. Voilà. Complètement. Et j'ai aussi une avant-dernière question que j'aime bien poser. Qu'est-ce qui te donne envie de te réveiller le matin? Ah bah c'est de retrouver ma petite fille. Oh, j'adore. Je vais dire que là, non, c'est vraiment ça. Mais sinon, non, c'est ce qui me donne envie de me réveiller le matin, enfin en tout cas de finir de me réveiller. Non, c'est vraiment de me battre pour, pour la dignité. Je trouve que c'est très important. J'en ai vraiment assez qu'on traite certaines personnes comme des moins humains que d'autres, à savoir qu'on traite en fait les hommes comme des plus humains et les femmes, les migrants. Je me suis énormément engagée auprès des personnes exilées comme des moins humains qui ont moins besoin de dignité, qui peuvent bien se contenter de ce qu'on leur donne de tout petit. Non, en fait, je supporte pas ça et voilà. Donc c'est l'objet de toutes mes batailles qui convergent aussi vers une bataille pour un monde meilleur dans lequel j'espère que ma fille pourra s'épanouir. Ah, je l'espère vraiment aussi. Et pour terminer, là, je t'assure, c'est ma dernière question pour terminer J'adore ce les podcast. dernières questions. C'est vraiment la toute dernière, je t'assure. J'aimerais juste savoir si tu peux partager avec nous ta découverte récente. Alors, ça peut être un livre, un film, une chaîne YouTube, un podcast aussi, d'ailleurs, qui t'a marqué, qui a eu un impact sur toi et que tu aimerais partager. Et qui pourrait, pourquoi pas, rendre le monde meilleur, justement, aussi. J'en ai plein des bonnes découvertes. Écoute, je vais continuer en fait comme d'habitude, donner cette ressource. Mais je trouve que le podcast La Reprise est une excellente ressource. C'est un podcast sur justement la reprise du travail après le congé maternité. Tinuan, femme qui anime ce podcast, interroge des femmes qui ont traversé des reprises pour le moins complexes, mais aussi des spécialistes, des psychologues, des avocats du travail, etc. Moi, personnellement, pendant ma reprise, ça m'a énormément aidée. Ça m'a vraiment soutenue un peu à bout de bras, notamment 3 épisodes avec Mathilde Wichou, qui est psychologue. Donc ça, moi, je le conseille très vivement. Et pour ce qui autour de la fausse couche, il y a la BD de Mathilde Lemiel, mais presque rien, qui est également d'une excellente qualité. Donc ça, je le conseille très fortement. Et puisque moi aussi, j'ai ma dernière recommandation. Si on reste dans les podcasts, autour du deuil périnatal, il y a Au revoir podcast, qui est absolument formidable, qui est également un compte Instagram qui propose beaucoup de ressources et de conseils, de conseils notamment à l'entourage des personnes qui traversent ce deuil-là, ce qui me semble très important. Elle fait vraiment bien évoluer la société sur ces questions. Voilà, en fait, j'en ai plein des conseils. J'ai lu plein de... Ah, si, et là, je suis en train de lire un livre qui est très intéressant, qui s'appelle Les filles d'Egali. C'est un livre norvégien. Ça présente un monde entièrement matriarcal où on s'aperçoit réellement de l'injustice absolue. En le voyant en inversé, c'est un travail littéraire qui est extraordinaire et notamment un travail de traduction. C'est publié chez Zulma. Et c'est, en tout cas en France, c'est vraiment passionnant. C'est un drôle d'objet littéraire. Je peux pas dire que ce soit le roman de ma vie. Enfin voilà, c'est pas un roman dans lequel on se plonge, on a le page turner, etc. Mais c'est un livre à lire d'un point de vue sociologique et qui éclaire notre regard sur le monde dans lequel on vit, sur ce monde où tous les mots sont proposés sur un radical masculin
où toute la grammaire, toute la syntaxe est proposée sur une neutralité dont la base serait masculine, etc. Et où là, à l'inverse, tout est fait sur une neutralité qui est à la base féminine. Et donc, où les enjeux de pouvoir s'inversent et ne sont pas du tout plus désirables. Voilà, mais c'est très intéressant. Mais merci beaucoup pour toutes ces recommandations. Ce que je vais faire, c'est que je vais toutes les ajouter directement sous le lien tous les liens du podcast, tout ce que tu as cité, vous allez pouvoir les retrouver facilement et pouvoir y accéder. Merci en tout cas beaucoup, Judith, d'avoir partagé ton histoire et pour ton engagement, surtout pour ce que tu fais pour rendre ce monde meilleur pour ta fille, puis pour les autres aussi en même temps. Absolument. Merci infiniment à toi. Je suis très heureuse et puis merci à toi pour la qualité de ton podcast qui est vraiment formidable et voilà, je suis admirative. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. C'est vraiment ce qui m'aide le plus à faire connaître 5S7 RH, à sortir de nouveaux épisodes. Alors allez sur Apple Podcasts, Spotify ou YouTube et n'hésitez pas à mettre plein de petites étoiles, de pouces bleus et des commentaires. Et enfin, n'oubliez pas, aucun deuil ne devrait rester non accompagné. De notre côté, on se retrouve comme d'habitude jeudi dans 2 semaines avec Myriam Perrier qui viendra nous parler de la place du manager dans l'accompagnement des événements graves dans la vie des employés. Pensez à vous abonner pour ne pas rater l'épisode et à jeudi.